Le bus crissa en s'arrêtant devant le majestueux portail du lycée Molière, l'un des établissements les plus prestigieux de Paris. Des flots d'adolescents en descendirent, un tumulte de rires, de bousculades et de conversations animées. Personne ne prêta attention à la jeune fille qui descendit la dernière, son sac à dos nonchalamment jeté sur une épaule, son visage un masque d'impassibilité. Imani Keïta prit une profonde inspiration. L'imposante façade haussmannienne du lycée ne l'impressionnait guère. Pour elle, qui venait de finir son année dans un quartier plus modeste de la ville, les règles de survie étaient universelles: baisser la tête, ne pas attirer l'attention et surtout rester invisible. C'était sa dernière année. Son seul but était d'obtenir son baccalauréat et de tourner la page. Dès qu'elle franchit le seuil, elle sentit les regards peser sur elle. Des chuchotements s'élevèrent comme un bruissement de feuilles mortes. Elle était la nouveauté, la pièce rapportée. Une jeune femme noire dans un océan de visages pâles et de noms à particules. On ne la regardait pas seulement, on la jaugeait. Serait-elle bruyante, agressive, l'une de ces filles-là? Imani les ignora, le regard fixé droit devant, cherchant son casier. C'est alors qu'elle la vit. Chloé de Martel. Son nom était une légende murmurée avec un mélange d'admiration et de crainte. Grande, blonde, avec un sourire aussi charmant que tranchant, elle n'était pas seulement populaire. Elle était le centre de gravité de l'univers social du lycée. À ses côtés, comme des ombres fidèles, se tenaient Manon et Eva. Mais ce qui attira vraiment l'attention d'Imani, c'était le reste de sa cour, Maxime de Martel, le frère aîné de Chloé, star de l'équipe de rugby, dont le sourire narquois criait son invincibilité, et Lucas Fournier, un garçon à l'œil vif et au verbe facile, qui parlait juste pour le plaisir d'entendre sa propre voix. Imani reconnut l'archétype. Elle se détourna, se concentrant sur son cadenas, mais elle sentit le regard de Chloé s'attarder sur elle, froid et calculateur. Le premier incident eut lieu à la cantine. Imani s'était installée à une table isolée, mangeant en silence, jusqu'à ce que les rires changent de nature. Ils devinrent plus forts, plus aigus, ciblés. « Tiens, tiens, regardez-moi ça !» lança la voix mielleuse de Chloé. Imani ne réagit pas, buvant une gorgée de son jus de fruits. « Oh, la nouvelle est timide » enchaîna Manon. « Je crois surtout qu'elle se la joue » ajouta Eva. Le spectacle avait commencé. Toute la cantine écoutait. « Peut-être qu'elle ne parle pas français » ricana Lucas. Maxime s'adossa à la table voisine, la dominant de sa stature. Ou peut-être qu'elle est juste un peu lente. Les rires fusèrent. Chloé observait Imani, attendant une réaction. Le silence d'Imani était une provocation, une anomalie dans son royaume parfaitement contrôlé. D'un geste faussement maladroit, elle fit basculer le verre d'Imani. Le liquide se répandit sur le plateau, souillant son repas. Un silence glacial tomba sur la cantine. Imani expira lentement. Elle posa sa fourchette, s'essuya les mains avec une serviette et se leva. Sans un regard pour Chloé ou sa cour, elle prit son plateau, le jeta à la poubelle, puis quitta la pièce. Derrière elle, les rires reprirent, mais ils sonnaient faux, forcés. Car juste avant de partir, Imani avait croisé le regard de Chloé. Et dans ses yeux, il n'y avait ni colère, ni peur, juste une patience froide, presque dangereuse. Pour la première fois depuis longtemps, Chloé de Martel sentit une chose à laquelle elle n'était pas habituée: l'incertitude. Le lendemain, la pression monta d'un cran. Les rumeurs avaient transformé Imani en un défi. On la bousculait accidentellement dans les couloirs. En cours de sport, Maxime s'assurait de lui prendre le ballon avec une brutalité à peine dissimulée. Lucas la couvrait de sarcasme. Imani encaissait tout, sans un mot,
sans une plainte. Son calme exaspérait Chloé. Ce n'était pas de la soumission, c'était une maîtrise de soi qui la dépassait. À midi, Chloé décida d'en finir. Alors qu'Imani se dirigeait vers sa table, une violente poussée dans le dos l'envoya trébucher. Son plateau vola, la nourriture s'écrasant sur le sol dans un bruit sourd. Les téléphones sortirent, les flashs crépitèrent. Oh non, la pauvre petite nouvelle a fait tomber son déjeuner, minauda Chloé, triomphante. Imani resta immobile, les poings serrés le long du corps. Puis, lentement, elle releva la tête vers Chloé, et elle sourit. Un sourire infime, presque imperceptible. Mais Chloé le vit, et un frisson glacial lui parcourut l'échine. Le jeu venait de changer de règle. Ce soir-là, Imani était assise à la table de la cuisine. Son père, Darius Keita, un homme à la carrure imposante et au regard perçant, ancien boxeur professionnel devenu entraîneur, la regardait en silence. « Raconte-moi, » dit-il enfin d'une voix calme. « Je ne veux pas me battre, » murmura Imani. « Mais en partant, j'ai l'impression de leur donner encore plus de pouvoir. » Darius s'assit en face d'elle. « Tu es parti parce que tu ne voulais pas leur faire de mal. Je t'ai appris à te défendre, pas à être une arme. Mais je t'ai aussi appris à reconnaître ceux qui ne s'arrêteront pas tant que tu ne leur donneras pas une raison de le faire. » Les souvenirs affluèrent. Le gymnase, l'odeur de la sueur, la discipline de fer. La dernière fois qu'elle s'était défendue, un garçon avait fini à l'hôpital. C'était la raison de ce nouveau départ, de cette promesse de ne plus jamais laisser sortir cette partie d'elle-même. « Si je me bats, ça ne s'arrêtera pas là, » dit-elle. « C'est vrai, mais fuir non plus. S'ils te croient faible, ils continueront jusqu'à te briser. » Il marqua une pause, son regard intense plongeant dans le sien. « Tu ne commences pas les combats, Imani, mais tu les termines. Si tu dois te battre, ne le fais pas pour leur donner une leçon. Fais-le pour mettre fin au combat avant même qu'il ne commence vraiment. » Le lendemain, le mot était passé après les cours, derrière le gymnase. Pas de professeur, pas de caméra officielle, juste une leçon d'humilité. Quand Imani arriva, ils étaient tous là. Chloé, au centre, le sourire suffisant. Ses deux acolytes, Maxime et Lucas, prêts à en découdre. Et derrière eux, un cercle d'élèves, des vautours attendant le spectacle. Imani s'arrêta à quelques mètres. « Waouh, tu es vraiment venu !» ricana Chloé. « Je ne fuyais pas, » répondit Imani, sa voix égale. « Oh, s'il te plaît, tu penses que jeter de la nourriture est un combat ?» Le sourire de Chloé se crispa. « Je suis venu te prévenir, » continua Imani, son calme devenant soudain menaçant. « Tu ne veux pas faire ça ?» Un rire nerveux parcourut le groupe. Chloé se tourna vers son frère. « Maxime, montre-lui à quel point elle a tort. » Maxime s'avança, faisant craquer les articulations de ses doigts. Il était immense, son poing partit, rapide et brutal. Mais à l'instant où il bougea, Imani n'était plus là. Dans un mouvement d'une fluidité irréelle, elle pivota sur ses appuis, esquiva le coup, saisit son poignet et utilisa l'élan de Maxime contre lui-même. Le monde du rugbyman bascula. Son dos heurta le béton avec un bruit mat qui coupa le souffle de l'audience. La foule resta bouche bée. Maxime, à terre, toussait, le regard rempli d'incompréhension. « Je t'avais prévenu, » dit simplement Imani. Lucas, blême mais voulant sauver la face, chargea à son tour. Imani l'esquiva d'un pas de côté, saisit son bras en pleine course et appliqua une clé si rapide et si précise qu'un cri étranglé s'échappa de la gorge du garçon. Elle le relâcha aussitôt. Il recula, tenant son bras, la regardant comme si elle était un monstre.
Le silence était total, dévastateur. Imani se tourna enfin vers Chloé. Ses mains étaient ballantes, son visage serein. « Tu penses toujours que je fuyais ?» demanda Ti, elle d'une voix douce, presque déçue. Chloé ne pouvait pas répondre. Son empire venait de s'effondrer. Dans un geste de désespoir pur, elle se jeta en avant, griffes dehors, tentant d'attraper les cheveux d'Imani. Son poignet fut intercepté en plein vol par une poigne de fer. Imani ne s'était même pas retournée complètement. Elle tenait le bras de Chloé sans effort, son corps un roc. Puis, elle se tourna lentement, et son regard plongea dans celui de la reine déchue. Imani se pencha, assez près pour que seule Chloé puisse l'entendre, sa voix un murmure de glace. « Tu n'as aucun pouvoir sur moi, et tu n'en auras jamais. » Elle lâcha le bras. Chloé recula, chancelante, son cœur battant la chamade. Imani lui tourna le dos et s'éloigna, traversant la foule qui s'écarta devant elle comme la mer devant Moïse. Elle ne laissait derrière elle ni une victoire, ni une défaite. Elle laissait le silence. Un silence assourdissant où le pouvoir de Chloé de Martel venait de mourir. Le lendemain, au lycée Molière, personne ne chuchotait plus sur la nouvelle. On parlait d'elle avec un respect craintif. Imani, elle, était assise à sa table habituelle, seule, lisant un livre. Elle n'avait pas cherché le trône, elle avait simplement exigé la paix, et elle l'avait obtenue.